Suzanne Etu, employée de banque, connaissait les risques du métier, mais elle ne s'attendait pas à subir un tel choc. Attaquée en plein travail, Suzanne et ses collègues font face à un grand danger. Menacées par des braqueurs violents et lourdement armés, les femmes craignent pour leur vie. Une autre journée bien remplie se termine à la Caisse d'Oka, à Saint-Joseph-du-Lac. À la fermeture, moi, je m'occupe de verrouiller la porte. À chaque client qui sort, on verrouille la porte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de clients dans la caisse. Lorsqu'il n'y a plus de clients dans la caisse, on est 5. Il y a 4 caissières et moi qui est responsable des caissières. Donc, j'attribue les tâches aux caissières de faire le décompte de la journée. Diane et Colette sont assignées au dépôt de nuit et doivent se rendre tout au fond de la caisse. Pendant ce temps, Suzanne, Marthe et Marie-Ève se dirigent vers la voûte centrale. Cette pièce-là est vraiment là, pour faire le décompte de tout ce qui s'est passé, argent et chèques, dans la journée. Il y a un code pour rentrer avec une clé. On ne peut pas rentrer là sans avoir la clé et le code. Et on est rentrés toutes les 3 pour commencer à faire le décompte de la journée. Dès qu'on est entré, la porte se ferme. Puis on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur sans voir la combinaison ou la clé. Nous, de l'intérieur, on a juste à tourner la poignée et on peut sortir de la voûte. La pièce de la voûte, c'est l'endroit où est-ce qu'on a les coffres-forts, où est-ce qu'on garde l'argent américain et quelques gros billets dans cette caisse-là. Et il y a un autre coffre qu'on rouvre seulement le soir pour déposer l'argent qu'on a accumulé toute la journée. Dans cette pièce-là, il y a aussi le derrière des guichets automatiques. De l'autre côté, c'est la place publique pour les guichets. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas loin du 200 000, que tout est ouvert. Aussitôt qu'on a commencé à faire le dénombre, j'ai entendu un gros bang. Pareil comme s'il y avait une filière, une grosse filière de 4 tiroirs qui venaient de tomber. Donc, je pensais à mes collègues, Diane et Colette, qui probablement, peut-être, qui avaient été blessés par cette filière-là qui avait tombé. J'ai ouvert la porte pour aller tout de suite lui porter secours. À ma surprise, j'ai arrivé face à face avec une personne qui était toute habillée en noir. Tout ce que j'ai vu, c'est 2 yeux. Mais j'ai poussé la personne tellement convaincue que Diane et Colette ont eu un accident. Une fraction de seconde à me dire qu'est-ce qu'il fait là? Il me bloque le chemin, puis je m'en vais aider mes collègues. C'est à ce moment-là qu'il m'a agrippé le bras puis qu'il me dit c'est un hold-up. Il m'a poussé à l'intérieur, puis il m'a demandé de m'accroupir, de me mettre à genoux. Lui, il me rebaissait la tête en bas, assez fortement, là, avec violence. À ce moment-là, j'ai vu Marie-Ève se coucher en dessous de la table. C'était sa première journée, c'était une jeune fille d'à peine 18 ans qui commençait. Le braqueur ne perd pas de temps. Il fonce vers le fond de la voûte en agrippant Marthe par le collet, la forçant à le suivre jusqu'à la distributrice d'argent. C'était violent, la façon qu'il a tiré Marthe du fond de la pièce jusqu'à la distributrice. Elle pleurait, elle tremblait. Il était nerveux, il était fâché. Ça brassait pas mal fort. On a évidemment affaire à de grands professionnels. Yvon Auclair, c'est un récidiviste au lourd passé. Sa première vraie condamnation a lieu en 1986, alors qu'il est condamné pour trafic de drogue et complot. Et c'est là vraiment qu'il va commencer à faire ce qu'on appelle du in and out. Il va en prison, il est remis en liberté, il fait un coup, il retourne en prison. En 92, là, ça va commencer à être plus sérieux. Il est encore condamné pour déguisement, enlèvement, séquestration, vol d'automobile, vol qualifié. Et c'est là qu'il va probablement, dans sa tête, imaginer le stratagème qui va le conduire à faire cette série de braquages dans les caisses populaires et les institutions bancaires.
Je venais juste d'ouvrir le coffre qui était à côté de moi, qui est la réserve générale de la journée. Le voleur, il prenait l'argent qui était dans le coffre pour le mettre dans son sac de transport, son sac de hockey. Yvon Auclair va s'associer avec Guy Desbiens, qui est lui-même un récidiviste, qui était un gars qui a fait beaucoup de travail professionnel au chapitre de la drogue. Il a fait quelques vols aussi par effraction. Sauf que Yvon Auclair semble être le leader du duo. C'est lui qui va mener le jeu. Les suspects, il y avait de cagoules, il y avait des gants. On savait à ce moment-là qu'on ne trouverait sûrement pas d'empreinte digitale. Ils savaient ce qu'ils cherchaient, qu'ils sont directement rendus au coffre. Ça n'avait pas l'air d'une première fois là, pour eux autres. Ces deux hommes sortis de nulle part sont de dangereux braqueurs. Suzanne et ses collègues ne s'expliquent pas comment les bandits ont pu entrer à l'intérieur de la caisse. Mais elles savent cependant qu'il vaut mieux faire exactement ce qu'on leur demande. Auclair, c'est celui qui va être le plus violent. C'est celui qui va s'emporter contre ses victimes, allant même jusqu'à blasphémer, jusqu'à les injurier. Et la plupart, ce sont des femmes. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans son scénario à Auclair. La majorité des victimes, la majorité de ses proies, ce sont des femmes. Marthe, elle essayait de dire qu'elle n'était pas capable d'ouvrir les cassettes d'argent, elle ne savait pas comment. Parce qu'il y a une façon d'ouvrir les cassettes d'argent, et c'est moi qui connais la façon d'ouvrir les cassettes d'argent. Il pensait probablement que Marthe, ma collègue, était la responsable de la caisse. C'est une dame qui était toujours habillée avec un tailleur très, très chic. Et d'après moi, ils ont pensé que c'était elle qui était la gérante. J'essayais de me lever parce que je voulais dire au voleur de lâcher Marthe. Et à un moment donné, il a donné un coup parce qu'elle ne voulait pas lui donner les cassettes. Ils se sentent coincés, ils se sentent pris dans une souricière, les braqueurs. C'est là qu'il peut y avoir une prise d'otage. Et la prise d'otage, souvenons-nous que c'est le dernier espoir de ceux qui n'en ont plus. Le 16 août 2001, à Saint-Joseph-du-Lac, Yvon Auclair et son complice Guy Desbiens parviennent à entrer de façon mystérieuse à l'intérieur de la caisse d'Oka. Déterminés à mettre la main sur un gros magot, les braqueurs menacent les employés. Et les événements prennent une tournure des plus violentes. J'étais vraiment enragé en dedans. J'étais comme plus capable de voir tout ça. J'étais fâché quand elle a reçu son coup. C'est là que j'ai levé la main puis j'ai lâché un cri. Je lui ai dit « Lâche-la ». Elle ne sait pas comment ça fonctionne, les cassettes. Ça, c'est quoi faire? C'est moi qui est responsable, puis moi, je le sais comment ça fonctionne. J'étais tellement soulagée quand j'ai vu Marthe partir en dessous de la table, là. Là, à ce moment-là, il s'est tourné vers moi, puis il m'a tiré du fond de la pièce jusqu'à la distributrice. Je le sentais vraiment enragé, là. Plus de patience. Puis là, à ce moment-là, là, il parlait encore plus fort, là, on n'a pas le temps de niaiser, puis là, ça prend les cassettes. Tout de suite. Quand je suis arrivé devant la distributrice d'argent, je voyais juste les cassettes. Puis j'ai paniqué, je me souvenais plus du tout comment on sortait les cassettes. Je pensais à mes enfants, j'ai 3 enfants. Puis je me disais, bon, peut-être que je les verrai plus parce qu'il est tellement nerveux. Il pense qu'on les a vus. C'est sûr que ça te passe en tête, là, il va m'assommer, il va me donner un coup parce que il veut pas qu'on parle, il veut pas qu'on les identifie. D'après moi, c'est moi qui vais avoir le coup final. Puis à un moment donné, il s'est baissé et c'est lui qui a enclenché la cassette, mais pas de 5 $, il a enclenché la cassette de 100 $. Il savait comment ouvrir les cassettes. Puis il me dit, c'est comme ça qu'on ouvre les cassettes, puis tu commences par celle-là. Ça m'a frappé de voir qu'il savait comment ouvrir les cassettes. Puis là, je me disais, c'est-tu un employé ou c'est quelqu'un qui l'a déjà fait? Quelqu'un qui répare ces distributrices d'argent-là. Faut être dans le domaine pour savoir comment ouvrir des distributrices, c'est sûr, sûr. Yvon
Au clair, ces vols, ces braquages sont planifiés presque comme un horloger suisse. Il y va avec une précision, vraiment, là, à donner froid dans le dos. Auclair et Desbiens vont commettre entre juillet 99 et mars 2002 pas moins de 7 ou 8 braquages dans des institutions bancaires. Il a pris des 5 cassettes, les 5, 10, 20, 50 et 100. Ça pressait de plus en plus. Plus le temps avançait, plus les mouvements étaient brusques, vite, violents, là, comme si le temps était passé là, pour eux autres, là, que ça urgeait. Là. Puis au même moment que tout ça se passe, on entend toujours un bruit en arrière qui est les guichets automatiques qui fonctionnent. On est en arrière des guichets automatiques. Donc, les clients qui viennent à la place publique pour faire leurs transactions au guichet, et on entend même les clients un peu parler ensemble. Puis à un moment donné, on a entendu un client nous crier « Voyons les filles, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc bien bruyantes ce soir. » Sans savoir exactement ce qui se passait dans la pièce. Ça m'a passé à la tête de dire on est pris. Mais je pensais toujours à Marie-Ève puis Marthe devant moi, puis je me disais les consignes, si je crie ou si je pèse sur le piton d'alarme, on fait pas ça quand les voleurs sont en place. C'est trop dangereux, on risque trop la vie des collègues. Qu'est-ce qui va se passer? La panique va être encore plus grande qu'elle l'est dans le moment. Et j'ai pas rien dit. Je pensais aussi à Diane et Colette qui étaient parties au dépôt de nuit pour aller porter les chèques. Est-ce qu'ils ont été attachés? Est-ce qu'ils ont été vus? Est-ce qu'ils sont dans la caisse cachée? Où est-ce qu'ils sont ces deux-là? Y a-t-il un troisième qui les tient en otage, l'autre côté de la salle de dénonce? Aussitôt que tout a été mis dans les sacs, ils nous ont dit de ne pas bouger. Il fallait rester là, il fallait pas sortir, il fallait pas appeler personne, il fallait pas parler. Eux autres s'en allaient, puis on restait là pendant plusieurs minutes avant de penser à sortir de là. Les deux braqueurs s'enfuient. Suzanne et ses collègues n'osent pas trop bouger avant d'être certaines que les bandits sont bel et bien sortis. Par chance, elles peuvent suivre leur déplacement sur un écran de surveillance. Quand j'ai vu que les voleurs avaient enfin pris la porte extérieure qui était sortie, j'étais soulagé. Ils vont sortir avec un magot de plus de 200 000 $, ce qui n'est pas rien à cette époque. Le 16 août 2001, vers 20h, Yvon Auclair et son complice Guy Desbiens quittent la caisse d'Oka au plus vite. Les deux braqueurs ont prévu et organisé leur fuite en laissant une voiture à l'extérieur. Là, j'ai dit à Marthe et Marie-Ève qu'ils pouvaient sortir en dessous de la table, s'en venir avec moi. On shakeait, on pleurait. Fait que là, on a fait le train, comme on dit. J'étais en avant, on se tenait toutes les trois par la taille, vraiment collés. On avançait doucement dans la caisse pour essayer de trouver Colette et Diane. On se demandait qu'est-ce qu'on était pour trouver. Colette et Diane s'étaient cachées près du dépôt de nuit, au fond de la caisse. Ce n'est qu'après un certain temps que les deux femmes osent sortir, terrorisées. Quand on a entendu la voix de Colette et Diane, on était vraiment contentes et soulagées qu'il n'y ait pas rien eu. La même chose pour elles. Ils se sont mis à pleurer, puis on s'est pris dans les bras, les cinq. Parce qu'eux autres, ils entendaient crier, ils entendaient parler fort, ils entendaient pleurer, sans savoir qu'est-ce qui se passait. Colette et Diane, eux aussi ont entendu le bang que moi j'ai entendu. Et quand elles sont tournées pour voir qu'est-ce qui était le bang, ils ont vu un voleur tout en noir sauter. Fait qu'ils se sont cachés à côté du dépôt de nuit. Yvon Auclair et son complice Guy Desbiens ont développé une technique de braquage particulièrement audacieuse et surprenante. Ils n'en sont pas à leur premier hold-up. Ils vont développer une façon de voir sans être vus, une façon de d'épier, une façon de garder un œil sur leur cible. Ils vont s'introduire par le toit, habituellement c'est la nuit, ils vont ramper dans l'entretoit, ils vont se rendre jusqu'au-dessus ou à côté de la voûte.
Ils vont percer des trous dans le Jeep rock, minuscules. Parce qu'il ne faut pas que ça apparaisse, il ne faut pas qu'ils laissent de traces. La voûte, l'argent, les guichets automatiques, ils voient tout. Il n'y a personne qui se doute un seul instant qu'ils sont là, dans l'entretoit. Je me disais, mon Dieu, on n'a pas vu ça, des trous. Quand on le voit, oui, là, on le trouve gros, on dit, oh, j'aurais dû le voir, là, mais c'est quand même, je dirais, la grosseur un petit peu plus gros qu'une paille. Une fois qu'ils sont en haut, comme des araignées, ils vont tisser leur toile, puis ils vont attendre leur victime en bas. Le braquage de la caisse d'Oka à Saint-Joseph-du-Lac a été minutieusement planifié. Les bandits réussissent à fuir sans laisser de traces. Le coup semble parfait. Cachés dans l'entretoit, les braqueurs de la caisse d'Oka ont réussi à mettre la main sur un gros butin et à fuir sans être identifiés. C'est du moins ce que l'on croyait. Les enquêteurs ont fait le tour du bâtiment de la caisse pour chercher le lieu d'entrée des suspects et ont constaté à l'arrière du bâtiment comme quoi qu'il y avait le soffit qui était plié, qui avait été déplacé et replacé sur le bâtiment qui était sûrement le lieu d'entrée de nos suspects. Un enquêteur est monté dans le grenier pour aller observer les lieux avec un technicien d'identité judiciaire. Et on remarquait tout de suite comme quoi ça faisait plusieurs heures que les individus étaient à cet endroit-là. Puisque la laine était déplacée, était écrasée, on voyait qu'ils avaient passé du temps là. N'oublions pas qu'ils ont passé, eux autres, presque 24 heures dans le plafond de la Caisse populaire, là. Avec le minimum pour survivre. Donc, avec eux, ils ont des couvertures, ils ont des madriers, ils ont des câbles, ils ont même des poulies, ils ont de l'eau pour boire, ils ont des choses pour manger, ils ont des contenants pour uriner aussi. Ils vont communiquer, ils vont se chuchoter des choses, ils peuvent pas parler fort. Il y a du monde en bas qui circule. Auclair et Desbiens vont s'organiser pour tenir presque un siège le plus longtemps possible, jusqu'au moment où ils vont décider d'agir. Il était juste au-dessus de nos têtes, on n'a jamais rien entendu. Mais l'endroit où il était dans le plafond, c'est au-dessus de la salle de décompte, où il y a les guichets automatiques, où il y a la distributrice d'argent. Il y a quand même beaucoup de bruit dans cette salle de décompte-là, fait qu'on n'a rien entendu. C'est l'adrénaline dans le tapis pour ces gars-là. Lorsqu'ils font leur coup, là, et ils se nourrissent, ils s'alimentent à ça. Ils aiment ça, le challenge. Ils risquent leur vie, mais ils risquent de commettre des erreurs. Et ils vont en commettre. Le soir de l'événement, en tant que patrouilleur, je me suis dirigé, moi, à la recherche du véhicule suspect. Et en faisant plusieurs endroits où je me disais qu'on pouvait retrouver un véhicule abandonné ou les suspects, je me suis dirigé en arrière d'un dépanneur pas loin de l'autoroute et qui n'était pas très loin de la caisse également. Et j'ai localisé un petit véhicule 4 portes qui correspondait à la distribution aux données, qui était en marche, porte ouverte, derrière le dépanneur. Je me suis dirigé au véhicule. À ce moment-là, dans le véhicule, j'ai vu qu'il y avait un masque anti-poussière au sol passager avant dans le véhicule. Le masque qui était trouvé dans le véhicule servait fort possiblement justement à empêcher la poussière de déranger la respiration des suspects dans le grenier avec la laine minérale. Le masque qui était trouvé au sol dans le véhicule a servi avec l'ADN qu'ils ont retrouvé à l'intérieur, correspondait au deuxième suspect, M. Desbiens. Dans le grenier de la caisse d'Oka, les policiers découvrent plusieurs éléments qui pourraient éventuellement contribuer à l'identification des braqueurs. Un minuscule détail est presque passé inaperçu. Ils ont trouvé un cil appartenant à Yvon Auclair. Et avec les autres éléments de preuve qu'ils ont réussi à récolter lors des braquages antérieurs, ils vont faire le match parfait, ils vont faire la parenté entre Auclair et Desbiens et les braquages qui ont lieu dans les caisses populaires. Après avoir identifié les suspects, la police doit maintenant les retrouver afin de leur mettre la main au collet. Le beau rêve de Auclair va prendre fin de façon abrupte, insolite et bizarre. Les policiers reçoivent une plainte
pour nuisance sur la voie publique, pour quelqu'un, pour un homme qui fait du trouble, qui brasse pas mal, puis qui écœure tout le monde autour, puis que les voisins se plaignent. Les policiers se rendent sur les lieux, jamais en pensant que il y avait là vraiment un gros poison à ramasser. Et il va essayer de s'enfuir. Et les policiers vont le rattraper facilement pour s'apercevoir qu'ils ont mis le grappin finalement sur le criminel d'habitude. Ils vont au clair. Ce genre de vol, de braquage, bien sûr, ça fait des victimes directes. Les gens qui étaient là, les employés des caisses populaires, de la banque, c'est 7, 8, 10 personnes en tout, mais ça fait des dommages collatéraux. Ça a été long. Avant que j'arrête de sursauter ou de penser à ça ou de moi-même lâcher un cri, ou ce que je restais à la maison, j'avais une maison à 2 étages. Les enfants couchaient en haut. Donc, c'est sûr qu'il échappait un crayon ou un livre. C'était pas comme c'était avant. Et ça a duré quelques mois aussi, là, que j'avais des sauts d'humeur. Des fois, là, je parlais un petit peu fort parce qu'il avait échappé un livre. Là. Pour moi, ça revenait toujours au fameux bruit du soir du braquage. Yvon Auclair est reconnu coupable de vol, séquestration, usage d'armes à feu, déguisement et vol d'une auto. Il est condamné à 19 ans de prison. Son complice, Guy Desbiens, est condamné, lui, à 10 ans d'incarcération.